Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Lors des 2 prochains week-ends, à Bahreïn, se tiendront les 2 derniers rendez-vous de la saison 2020 de Formule 2. Cette année, la compétition a vraiment été très intense et très agréable à regarder à tous les niveaux, mais au moment de conclure, une seule chose nous intéresse, qui va finir champion? Comme nous l'avions fait avec la Formule 3, je vous propose de répondre à la question en utilisant un petit système de points. Après avoir déterminé qui est encore dans la lutte au titre, nous noterons les candidats sur 5 critères. L'aspect comptable, le momentum, la voiture, l'expérience et la capacité à sortir un dernier rendez-vous de folie et de résister à la pression. Dans chaque catégorie, les pilotes auront une note sur 5, à la fin on a un total et on a donc le nom du champion. Bon, en Formule 3, j'avais donné ce résultat-là qui n'a pas été le bon puisque c'est Piastri qui a été champion. Mais vous avouerez que j'étais pas loin car sans son accrochage de la dernière course, c'est bel et bien Sargent qui aurait été champion. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos pilotes de Formule 2 qui depuis 2 mois attendent de se disputer les 2 dernières manches. C'est énorme. Première question, qui joue encore le titre ? J'ai fait le calcul, et si un pilote signe les 2 pôles, gagne les 2 courses 1, gagne les 2 courses sprint et signe les 4 meilleurs tours, il marquera 96 points. Cela veut dire que, mathématiquement, tout le monde joue encore le titre jusqu'à la 9e place de Luca Giotto. Mais bon, on va pas se mentir, on y croit moyen pour l'Italien, il faudrait qu'il gagne absolument tout et que devant lui tout le monde ait un problème, c'est pas possible. Du coup, je me permets et je coupe Giotto, Zhou et Deletra de la lutte au titre, pour moi, ils sont trop loin de Schumacher. Nous avons donc à mon sens une lutte qui va se jouer entre 6 pilotes. Schumacher, Aylot, Tsunoda, Lundgaard, Mazepin et Schwartzman. Voilà pour moi, le champion se trouve dans ces 6. Vu les écarts, on pourrait penser que c'est plus une lutte à 2 qu'une lutte à 6, mais tout est possible en Formule 2 avec ce système de points. Regardez plutôt, avant Monza, Schwartzman avait 2 points d'avance sur Schumacher, mais 2 meetings plus tard, il a pris un 53-0 et il est largué, donc tout peut arriver. Commençons donc notre petit classement avec l'aspect comptable qui est quand même à mon sens le plus déterminant et qui est aussi le plus facile à classer puisqu'il suffit de regarder le classement et de se rendre compte que Mick Schumacher est plutôt bien parti. 22 points d'avance avec seulement 2 meetings à courir, c'est confortable, donc il aura 5 sur 5 car clairement c'est lui le mieux placé et on peut difficilement faire mieux. Mais c'est loin d'être gagné, il y a encore beaucoup de points à distribuer, on l'a vu. Juste derrière, je vais mettre 3,5 sur 5 à Callum Aylott qui n'est pas si loin de Mick Schumacher. En revanche, pour les autres, je vais avoir du mal à faire des miracles et je vais leur mettre 1,5 sur 5. Tsunoda est à 44 points, Lundgaard à 46, Mazepin et Schwartzman à 51. Vous avouerez que ça commence à faire loin. Deuxième aspect, lui aussi plutôt facile à juger, le momentum, la forme récente. Attention, petite subtilité, nous n'allons noter les pilotes que sur 2,5 car il y a eu 2 mois de pause et donc j'estime que les performances ne sont pas réellement récentes et qu'elles doivent être relativisées. Malgré tout, les derniers résultats obtenus restent un bon indicateur pour déterminer la manière avec laquelle les pilotes vont aborder ce dernier rendez-vous. Bon, là aussi il y a un gars qui explose tout, c'est Mick Schumacher, voilà, qui est juste intenable. Sur les 12 dernières courses, il n'est jamais sorti du top 7, il a signé 8 podiums, dont 5 consécutifs, en fait il est juste intraitable. 7ème, 2ème, 6ème, 3ème, 3ème, 2ème, 1er, 3ème, 5ème, 4ème, 1er, 3ème, c'est juste dingue. La saison du Mini Schumi était déjà bonne, elle est devenue exceptionnelle depuis Silverstone. Je me rappelle qu'en début de saison, Mick Schumacher était un peu en retrait des hommes de tête et maintenant il est largement devant, preuve que son milieu de championnat a été juste exceptionnel. Logiquement, il prendra la note la plus haute car c'est quasiment impossible de faire mieux que son état de forme récent, il aura 2,5 sur 5. Derrière, Aylott n'est pas en reste, alors certes il est moins impressionnant que l'allemand, mais ça reste très bon et en plus il a connu un peu de malchance. Même si la Toscane fait tâche et qu'on le voit peut-être un peu moins sur les derniers meetings, je vais quand même lui mettre 2 sur 5 car mine de rien, il est toujours là. 2 points également pour Tsunoda qui s'est bien repris après un Mugello raté, on l'a vraiment vu aux avant-postes en Russie. Il avait signé une pole et fait une 2ème place, il est donc totalement dans le rythme. Ajoutez à ça des tests avec AlphaTauri et une place en F1 qui semble lui tendre les bras et vous obtenez un pilote qui est clairement dans une très bonne dynamique.
Vainqueur de la course 1 en Toscane et présent sur un podium en Russie, Mazepin aura également 2. On peut dire qu'il est dans une bonne forme, il est toujours présent même si on en parle peu. Lundgaard, lui, n'aura que 1,5 car la Russie s'est vraiment très mal passée. On connaît son potentiel, il est capable de tout exploser comme on l'a vu au Mugello, mais il y a aussi pas mal de dents de scie, ce qui explique sa note un peu plus basse que les autres. Enfin, Schwartzman est dans une forme catastrophique. Il jouait le titre, mais il n'a plus marqué de points depuis Monza, ça remonte à début septembre. Bref, c'est catastrophique. En plus, il sait qu'il ne montera pas en Formule 1 la saison prochaine. On a donc un pilote qui n'est clairement pas sur une bonne forme, et je ne peux lui mettre que 0,5 sur 2,5, la pire note. Passons à la monoplace, un outil forcément déterminant dans la réussite d'un pilote. En Formule 2, toutes les voitures ont le même châssis. Les différences sont donc vraiment minimes, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre d'énormes écarts entre les notes des pilotes. Mais tout de même, pour des petites questions de réglage ou de puissance, certaines écuries font une meilleure saison que d'autres et semblent plus dangereuses. Celle qui m'impressionne le plus, c'est Univirtuosi, souvent capable de jouer l'épaule et quasiment toujours dans le haut du panier. J'ai le sentiment que c'est la meilleure monoplace du plateau, ou tout du moins la plus régulière. Alors ça joue pas à grand chose, et c'est peut-être pas ça qui fera la différence, mais tout de même. Du coup, je donne 4 sur 5 à Ilott qui conduit cette voiture jaune qui me paraît absolument redoutable à chaque course. Derrière, je vais mettre 3,5 sur 5 aux deux pilotes Prema, Schumacher et Schwartzman, car quand même, la Prema reste une excellente voiture, l'écurie italienne mène au championnat et est très réputée dans les catégories jeunes, c'est le meilleur endroit où apprendre. Mais attention, l'écurie n'est pas non plus au top du top, on se rappelle que l'an dernier, ils n'ont fait que 9e du général, preuve que c'est pas non plus une valeur sûre à 100%, et elle n'est pas aussi dominante qu'en Formule 3, donc voilà, je baisse un petit peu. Derrière, j'ai fait un espèce de patchwork et j'ai mis 3 sur 5 à la Hart de Lundgaard, à la Carlin de Tsunoda et à la High-Tech de Mazepin. Pour moi, ces voitures se valent, elles sont un peu en dents de scie et un petit peu en retrait de Univirtuosi et de Prema. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus d'énormes différences au niveau des notes des voitures. Je pense pas que c'est la voiture qui fera la différence à Bahreïn, mais tout de même, il y a des demi-points qui peuvent se jouer. Quatrième critère de notre lutte au titre, l'expérience. Alors chez les jeunes, j'ai tendance à penser que c'est moins important, certainement car ils sont tous très jeunes, ils ont donc tous peu d'expérience, mais tout de même, il y a certains détails qui peuvent jouer et qui pourront avoir une influence dans ces derniers tours de boucle. Dans les 6 pilotes, 3 me semblent avantagés pour 3 raisons. Ils ne sont pas rookies en Formule 2, ils ont déjà roulé à Bahreïn, qui plus est avec une Formule 2, et ils ont déjà lutté pour un titre. Il s'agit de Mazepin, vice-champion de GP3 en 2018, qui vit sa 2e saison de Formule 2. Il s'agit de Callum Ilott, 3e de GP3 2018, qui vit sa 2e saison de F2. Et il s'agit de Mick Schumacher, champion de F3 Europe 2018, qui vit sa 2e saison de Formule 2. Ils ont pour moi quand même un petit avantage, ils ont déjà roulé sur le circuit, ils savent gérer la pression d'une lutte au titre, quand même ça peut compter. Je donne la meilleure note à Schumacher, 4,5 sur 5, car on peut difficilement faire mieux que son CV. Le mec a déjà gagné un titre qui compte avec la F3 régionale, il est totalement mature après 2 saisons de F2 où il a réellement progressé. Bref, il me semble vraiment le candidat idéal pour niveau expérience. Mazepin et Ilott auront tous les deux 4 sur 5 car ils présentent sensiblement le même CV sauf qu'ils semblent moins prêts, moins matures et qu'ils n'ont jamais été titrés dans une catégorie. Les autres, Tsunoda, Lundgaard et Schwartzman sont tous des rookies et ils n'ont jamais couru en course à Bahreïn si mes recherches sont exactes. Du coup, ils partent forcément avec un petit désavantage, mais ils auront quand même 3 sur 5 car on parle de mecs qui n'ont pas réellement besoin d'expérience. Dès leur première saison en Formule 2, ils luttent pour le titre, preuve, ils n'ont pas vraiment besoin de ça. Dernière catégorie et non des moindres, la capacité à sortir un dernier rendez-vous de folie et à résister à la pression. A mon sens, c'est l'élément le plus dur à prendre en compte car on peut pas trop se reposer sur ses faits et on mesure une qualité qui est très subjective et en fait pas du tout mesurable. Pour autant, je pense que la saison nous a donné de bonnes indications et qu'on peut aisément dire qui a la pression et qui ne l'a pas. Je commence avec Lundgaard qui n'a absolument rien à perdre. Le titre serait presque un miracle, voire même une mauvaise nouvelle, car ça l'obligerait à quitter la Formule 2 alors qu'il n'a nulle part où aller. Donc niveau pression, c'est 0, on lui demande de ne pas gagner.
Le voir tout exploser sur les 2 derniers rendez-vous en prévision d'une saison prochaine où il jouera le titre de manière encore plus sérieuse, ça ne m'étonnerait presque pas. Je lui donne la meilleure note avec 4 sur 5. 4 également pour Aylot qui tout au long de la saison nous a prouvé son incroyable capacité à être toujours dans le haut du panier. S'il n'est pas touché par la malchance, il est très souvent très dur à battre. Il y a même eu des courses où il nous a fait des remontées impressionnantes. À Bahreïn, Kaloum n'aura rien à perdre. S'il explose tout et gagne le titre, c'est énorme et il risque d'arriver en Formule 1. S'il ne gagne pas le titre, eh bien c'est pas grave, c'était prévu ainsi. J'ai donc le sentiment qu'il va arriver le couteau entre les dents et qu'il va être assez intenable. Pour Mick Schumacher en revanche, c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Alors certes, l'Allemand est très fort, il l'a montré cette année, il a aussi montré toute sa carrière qu'il savait résister à la pression, et on l'a déjà vu réaliser de grandes choses, comme en 2018 en F3 quand il a été chercher son titre, mais c'est vers lui que les regards seront tournés, et il a interdiction totale de faire la moindre bêtise. Perdre le titre pourrait lui faire perdre sa place en Formule 1 et serait vraiment un coup très dur pour sa carrière. Bon, on va le dire clairement, Mick Schumacher à Bahreïn, il a tout à perdre et quasiment rien à gagner. Être champion serait juste normal, ne pas l'être serait une catastrophe. Il doit conclure ce qui est souvent le plus difficile dans le sport auto. Mick va donc devoir être prudent tout en jouant le haut du tableau car 22 points ça se perd vite. Même si j'adorerais conduire une Formule 2, je n'aimerais pas être à sa place car mentalement ça doit être une pression de dingue. Du coup, avec cet immense facteur pression et le fait qu'il ne va pas trop pouvoir gérer, je ne lui mets que 3 sur 5. Pour Schwartzman, Tsunoda et Mazepin, je vais également mettre 3 sur 5 pour des raisons diverses. Déjà car ils n'ont pas trop la pression, peut-être un peu sur Tsunoda qui doit valider son siège chez Red Bull, mais normalement au niveau super licence, il est quasiment déjà assuré. Mis à part ça, ces 3 pilotes ont des saisons un peu avec des hauts et des bas, ils sont un peu capables de tout, donc je mets une note moyenne. Et voilà, ça y est, nous avons résolu l'équation mathématique qui permet scientifiquement de dire exactement qui sera champion de Formule 2 2020. Et selon mes calculs très précis, je vous annonce que ce sera Mick Schumacher qui mène mon classement avec 18,5 points, 1 point devant Aylot. Ensuite, petit trou de 4 points et on retrouve Mazepin, puis Lundgaard, Tsunoda et enfin Schwartzman. Vous l'avez compris, selon moi, c'est Mick Schumacher qui va être champion et c'est assez logique vu son avance comptable et vu ce qu'il a montré depuis 6 meetings. Mais attention, Aylot n'est vraiment pas loin, à la fois comptablement, à la fois dans mon classement et aussi mentalement, il va mettre la pression à Mick. L'avance de Schumacher n'est clairement pas insurmontable, 22 points c'est pas beaucoup, donc il faudra qu'il fasse les choses dans le bon ordre, qu'il n'y ait absolument aucune erreur, absolument aucun coup de malchance. Ça va vraiment être tendu pour lui, j'ai déjà hâte d'y être, déjà demain pour la première qualification qui donnera le ton. Que va faire Mick Schumacher? Soit il peut signer la pole et à ce moment-là on va se dire ok il est bien parti, ou alors Aylot peut faire la pole et Schumacher peut totalement se foirer, à ce moment-là le championnat est encore plus relancé. Bref, c'est pas joué totalement. Les 4 autres ont un gros écart dans mon classement et là aussi c'est logique, leurs saisons sont moins bonnes et ils sont loin au classement. Donc voilà, on y croit moyen et dès ce week-end, la lutte à 6 peut devenir une lutte à 2. Bien, je pense qu'on a terminé concernant la lutte au titre, mais avant de partir, il fallait qu'on fasse un point sur le vrai événement de ces 2 courses de Bahreïn, les premiers pas en Formule 2 de Théo Pourchaire. Et oui, notre champion de France junior 2018, notre champion F4 à DAC 2019 et notre vice-champion F3 2020 va faire ses débuts dans l'antichambre de la Formule 1 avec Hightech Grand Prix. Dans l'immédiat, je n'attends absolument rien de lui. Je veux simplement qu'il prenne ses marques avec la Formule 2 en prévision de la saison prochaine où là, on l'attendra peut-être pour jouer les premiers rôles. Mais avec Théo Pourchaire, on commence à comprendre que l'expression temps d'adaptation, elle ne fait pas partie de son vocabulaire. Donc en fait, ça se trouve, il va aller nous chercher un podium, ce grand malade. En tout cas, j'aurai vraiment un œil extrêmement attentif sur lui. J'ai hâte de voir comment il s'en sort face à des Schumacher, face à son coéquipier Mazepin. Bref, ça va vraiment être super intéressant et je pense que je vais autant m'intéresser à la lutte au titre qu'aux performances de Théo. Voilà, j'ai hâte de le voir. Bien mesdames et messieurs, cette vidéo est à présent terminée. Immédiatement, je vous attends dans les commentaires pour répondre à cette question. Qui va être champion de Formule 2? Je veux vos avis, mouillez-vous. Bien maintenant, il ne me reste plus qu'à me mettre dans mon canapé et à attendre patiemment les 2 week-ends de Bahreïn qui nous attendent et qui vont être juste géniales au niveau de la Formule 2.
j'en salive déjà. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis de penser au like, à l'abonnement et au partage comme d'habitude. Je vous remercie pour votre soutien et on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui disait presque que si tu veux gagner en Formule 1, il faut d'abord avoir gagné en Formule 2. À bientôt.